La parentalité accompagnée. Un podcast de la MAE, numéro 1 de l'assurance scolaire, engagé aux côtés des enfants et de leurs familles. Épisode 5. Comment éduquer les enfants dès le plus jeune âge à l'égalité des genres. Dans une société qui évolue vers une plus grande reconnaissance des diversités et des égalités, l'éducation à l'égalité des genres chez les plus petits est essentielle. Mais de nombreux parents se demandent par où commencer et comment intégrer ces enseignements dans l'éducation quotidienne de leurs enfants. Quelles sont alors les stratégies efficaces que les parents peuvent adopter pour promouvoir l'égalité des genres? Comment utiliser les moments du quotidien pour déconstruire les stéréotypes et encourager chez leurs enfants une compréhension profonde du respect mutuel et de l'équité. Autant de questions que nous allons aborder avec Caroline Desombres, professeure de psychologie sociale à l'Université de Lille et directrice adjointe en charge de la recherche et du développement à l'INSP, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Lille. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi est-ce que la petite enfance est une période particulièrement importante pour aborder la question de l'égalité entre filles et garçons? Pour répondre à cette question, il faut d'abord dissocier ce qu'est le genre et le sexe. Le sexe, c'est le sexe biologique, c'est-à-dire les attributs sexués, et le genre correspond au sexe psychologique. L'enfance est une période d'apprentissage explicite des rôles de sexe pour lesquels les enfants vont acquérir progressivement ce qu'on attend d'un garçon d'une part et d'autre part d'une fille. Cette acquisition du genre, elle est liée au développement de l'enfant et notamment entre 18 mois et 3 ans, les enfants vont progressivement avoir conscience du genre et de l'existence de deux catégories, c'est-à-dire la catégorie du masculin et du féminin. Entre 3 et 5 ans, il va y avoir une forme de stabilité de genre. Ils vont pouvoir lier les apparences physiques avec le genre. Par contre, ils vont avoir beaucoup de mal à comprendre quel est le sexe d'un individu qui serait habillé de manière contre-stéréotypée, c'est-à-dire un garçon qui porte une jupe ou une femme qui porte un costume avec une cravate. Et entre 4 et 7 ans, l'enfant sait que le genre ne change pas malgré les changements externes. À partir de quel âge on peut commencer à sensibiliser son enfant à l'égalité des genres? Est-ce qu'il y a un âge déjà pour le faire? Alors en fait, il n'est jamais trop tôt ni jamais trop tard pour venir interroger la question des stéréotypes de genre. En fait, l'acquisition des stéréotypes, comme je le disais, elle se fait de manière très progressive. Un stéréotype, c'est une croyance partagée à propos d'un groupe de personnes pour lequel on va leur attribuer un certain nombre de traits de personnalité, mais aussi de comportement. Vous connaissez peut-être les stéréotypes selon lesquels les femmes sont douces et empathiques et les hommes sont courageux et ambitieux. Et donc ces stéréotypes vont s'acquérir progressivement chez les enfants. On s'est aperçu au niveau de la littérature qu'ils étaient très résistants au changement, c'est-à-dire qu'il est très difficile de lutter contre eux. Donc essayer d'interroger les stéréotypes dès le plus jeune âge permet de faire évoluer ces stéréotypes. Et aujourd'hui encore dans la société, on éduque les filles et les garçons différemment? Oui, mais cette éducation différente, elle se fait patiemment et souvent pas consciemment. Le lien avec les stéréotypes est beaucoup moins explicite qu'avant. Actuellement, il n'est pas très désirable socialement d'avoir des propos sexistes. Mais cette éducation se fait de manière insidieuse. Alors, on a bien évidemment les médias, mais ça passe également du point de vue des manuels scolaires, mais également des comportements. Et notamment du point de vue des parents, on s'aperçoit que leur manière d'interpréter le comportement de leur garçon ou de leur fille va être différente. On s'est rendu compte, par exemple, que la manière dont les parents pouvaient caresser le ventre d'une mère dès lors qu'ils connaissent le sexe du bébé était différente entre un garçon et une fille. Et ils vont également interpréter différemment le comportement de leur enfant. Une étude a été réalisée pour laquelle on a présenté la photo d'un bébé qui pleure à des participants. Pour la moitié, on leur a dit que c'était une fille. Pour l'autre moitié, on leur a dit que c'était un garçon. Et on a demandé à ces participants pourquoi le bébé pleurait. Quand la photo est présentée comme étant une fille, les participants disent qu'elle pleure parce qu'elle est triste, alors que quand la photo est présentée comme un garçon, il pleure parce qu'il est en colère. Donc vous voyez bien, en termes d'interprétation du comportement des enfants, il va être différent du point de vue du sexe de l'enfant. Et ça, dès la naissance. Et ça, dès la naissance, et donc l'enfant va intérioriser la manière dont on le perçoit et va réagir en conséquence par rapport à ces représentations. Et pour faire bien comprendre cette façon insidieuse de faire jouer les stéréotypes sur la société, vous utilisez souvent avec vos étudiants une devinette. Est-ce que vous pourriez nous la donner? Oui, alors c'est une devinette qui est très utilisée en formation pour permettre de mettre à jour les stéréotypes de genre. Et donc je vous la lis. Un père et sa fille sont victimes d'un accident de voiture.
On les transporte d'urgence à l'hôpital. Le père meurt dans l'ambulance. La fille est dans un état critique. Il faut lui faire une intervention chirurgicale. En voyant la patiente, le médecin qui devait faire l'opération s'écrie « Je ne peux pas l'opérer, c'est ma fille ». Et donc cette devinette qu'on utilise en formation, on demande à nos étudiants, à leur avis, quelle est la réponse à ces devinettes, et on s'aperçoit qu'une grande majorité ne sont pas en capacité de nous dire que le chirurgien est une femme et la mère, parce que ce n'est pas dans nos représentations des métiers. On s'attend plutôt à ce qu'un homme soit chirurgien et qu'une femme soit plutôt infirmière. Et ce genre de stéréotype, ça vaut partout, puisque vous me racontiez tout à l'heure que même votre enfant était tombé, entre guillemets, dans le panneau. Oui, un jour, je préparais un cours un soir. Il a passé la tête devant l'ordinateur. Il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai expliqué que je faisais des devinettes avec mes étudiants, ce qui l'a beaucoup intéressé. Il s'est dit que lui, à l'école, c'était beaucoup plus sérieux qu'à l'université. Je lui ai du coup demandé de lire la devinette. Il n'a pas trouvé. Il m'a parlé de famille homoparentale. Je lui ai dit non. Et sa première réaction a été de dire « Je vais demander à papa, lui, il doit savoir ». Parce qu'effectivement, la représentation de la compétence du père était présente, à mon avis, dans sa tête. Donc, comme vous le voyez, on a beau travailler sur les stéréotypes, mais nous-mêmes pouvons reproduire des stéréotypes de genre auprès de nos enfants. Et toute la société également y contribue. J'aimerais bien qu'on s'arrête justement sur les jouets un instant. La grande majorité des jouets proposés aux enfants est encore assez, voire très sexiste. Pour les filles, c'est souvent des jeux d'imitation, un peu du style dinette, ménage, etc. C'est pas très glorifiant. Et beaucoup liés à l'apparence. Alors les coiffeuses, les mannequins à habiller, déshabiller, coiffer, etc. Alors que les jouets pour garçons vont avoir plus tendance à être basés sur l'éveil scientifique, la construction, la motricité. Est-ce que ces jeux-là participent aussi à la reproduction des stéréotypes dans la société ? Alors effectivement, l'idée c'est qu'ils vont investir des jeux qui correspondent au rôle de sexe, donc notamment par exemple la dinette ou les voitures par exemple pour les garçons. Ça va aussi développer des compétences différentes chez les garçons et les filles qui vont creuser cet écart et qui vont produire d'éventuelles inégalités. Je tiens quand même à faire une tout petit élément. L'idée, en fait, pour les parents n'est pas de refuser aux filles de jouer à la dinette ou de refuser, en fait, que les garçons jouent aux voitures. L'idée, c'est plutôt de permettre aux enfants de choisir les jeux qui leur plaisent en fonction de leur personnalité et non pas en fonction de leur sexe biologique ou de leur genre. Et est-ce qu'on accompagne également d'un discours le jeu pour peut-être essayer de déconstruire ces stéréotypes et inviter une petite fille à jouer aux voitures si elle en a envie, sans forcément faire d'elle, entre guillemets, un garçon manqué ou des choses comme ça. Oui, on peut le faire. Alors déjà, la mise à disposition des jouets aux enfants est déjà un premier pas. On s'aperçoit quand même que, et ce qui est assez naturel chez les personnes, quand on offre un jouet à un garçon ou une fille, on va le faire plutôt de manière stéréotypée. C'est vrai dans le choix de la couleur des peluches, mais c'est aussi vrai du point de vue des jouets. L'idée, c'est quand même de permettre aux enfants de jouer à des jeux contre-stéréotypés sans les forcer, de les amener à pouvoir les utiliser. On peut aussi leur montrer que oui, en tant que fille, on a le droit de jouer aux voitures. Et peut-être encore plus, j'ai envie de dire, oui, un garçon a le droit de jouer à la poupée ou à la dinette, parce qu'on sait que la transgression des rôles de sexe, elle est plus difficile pour les garçons que pour les filles, c'est-à-dire qu'on tolère beaucoup moins qu'un garçon joue à des jeux de filles plutôt qu'une fille à des jeux de garçons. Donc ça serait dégradant de laisser un petit garçon jouer à des jeux entre guillemets de petites filles, c'est ça ? Alors, je ne dirais pas dégradant, c'est juste qu'en fait, il utiliserait des jeux d'un groupe inférieur au sien et pour lequel c'est une forme de déclassement. Pas forcément dégradant, mais de déclassement. Alors comment, avec les tout petits, essayer d'aborder cette question d'égalité des genres ? Est-ce qu'il y a des biais, est-ce qu'il y a des angles d'attaque que vous pouvez nous conseiller pour petit à petit déconstruire profondément ces stéréotypes-là ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une acquisition lente, pas toujours explicite et pour lesquelles ça va infuser chez les enfants. En fait, ils vont apprendre progressivement ce qu'est le masculin et le féminin. À 2 ans, ils connaissent bien le genre des métiers, le genre des jouets. Ils savent vous dire en fait à qui est destiné tel jouet ou tel autre, mais ils n'ont pas intégré d'inégalité. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas que les garçons sont plus forts que les filles. Il n'y a pas encore de perception d'inégalité. Alors, l'idée pour moi n'est pas forcément de l'aborder en tant que tel avec les tout-petits, mais plutôt leur montrer que le sexe biologique ne nous enferme pas dans des modèles prédéfinis. L'idée, en fait, c'est de leur montrer qu'on peut avoir des comportements contre-stéréotypés sans que ce soit un élément problématique.
Est-ce que vous avez des exemples ? Alors oui, c'est par exemple jouer avec eux avec des jouets contre-stéréotypés, mais aussi stéréotypés. On peut jouer avec une petite fille et à la dinette et aux voitures, par exemple. C'est aussi leur montrer dans notre quotidien qu'en fait, papa n'est pas toujours à faire du jardinage et maman n'est pas toujours dans la cuisine. L'idée, c'est de leur montrer qu'en fait, on peut investir des domaines différents, s'y épanouir. Il est clair que montrer des modèles contre-stéréotypés, attirer leur attention sur des modèles contre-stéréotypés qui s'épanouissent, qui réussissent, sont des éléments tout à fait positifs du point de vue des enfants, parce qu'ils voudront s'identifier à ces individus. Donc c'est la force de l'exemple au quotidien qui sera la plus efficace. En tout cas, une des manières les plus efficaces, effectivement. Mais bon, au quotidien, il y a aussi la famille, mais il y a toute la famille. Il y a les oncles, les tantes, les cousins, les grands-parents. Parfois, certaines générations abordent la question de manière un peu plus délicate, sont encore eux-mêmes dans une éducation qui était encore plus marquée qu'aujourd'hui dans les inégalités. Est-ce que eux aussi, les grands-parents ou autres, ou familles élargies, il faut aussi les sensibiliser et les éduquer à ça pour qu'ils n'inondent pas l'enfant de préjugés à nouveau ? Alors oui, on peut essayer, ils sont probablement bien ancrés quand même et pour lesquels quand on a des habitudes de fonctionnement, c'est quand même plus difficile de les remettre en cause plutôt que d'agir précocement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parlait tout à l'heure du fait d'intervenir le plus précocement, mais bien évidemment la question de l'égalité garçon-fille, elle se pose dans la société de manière globale. Pour vous donner un exemple d'apprentissage implicite dont je vous parlais tout à l'heure, en fait les enfants par exemple, dès leur plus jeune âge, ils apprennent que la compétence est plutôt du côté des garçons plutôt que du côté des filles. Si on regarde un peu le pourcentage d'hommes et femmes de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur chez les enseignants, on a un nombre très important de femmes dans les petites classes et au fur et à mesure où on va augmenter en âge, on va avoir de plus en plus d'hommes. Il y a une représentation qui dit que quand on enseigne dans des grandes classes, on est plus intelligent. Et en fait, vous voyez, les enfants vont acquérir progressivement cette connaissance à travers cette expérience. Donc, du côté des grands-parents, du côté de l'entourage, l'idée est de le remettre en cause, mais j'ai envie de vous dire, du côté de la société de manière générale. Et l'éducation nationale là-dedans, elle a aussi un rôle à jouer ? Oui, bien sûr, les programmes d'éducation morale et civique intègrent cette question de stéréotypes de genre et notamment du fait de les interroger. Encore une fois, l'enjeu n'est pas d'orienter toutes les filles dans des filières masculines et tous les garçons dans des filières féminines, mais le fait de montrer qu'il y a différents types de familles, avec différents types de modèles, avec des individus qui préfèrent des activités liées à leur genre, d'autres non, et donc de leur permettre de pouvoir découvrir le champ des possibles. Parce que le vrai problème avec cette situation d'inégalité, c'est pas tant la liberté de choix, parce qu'en théorie, tout le monde l'a, mais c'est les propres barrières que nous-mêmes, on va s'imposer et se mettre dans nos choix en grandissant et en se développant, qui vont peut-être nous éloigner de certaines carrières, de certains choix de vie qui auraient pu être épanouissants et qu'on s'interdit soi-même en fait. Alors qu'on s'interdise soi-même, mais aussi qu'on intériorise. On a beaucoup documenté d'un point de vue scientifique cet effet. En fait, on s'est rendu compte que les individus avaient tendance à intérioriser les stéréotypes, c'est-à-dire à considérer qu'ils étaient vrais pour eux. Il y a un deuxième phénomène qui est un peu moins connu et qui est, alors pour lequel les effets sont pas si francs que ça, mais qui s'appelle la menace du stéréotype. En fait, on s'est rendu compte que l'existence même de stéréotypes dans la société avait tendance à avoir des effets sur l'efficience, la réussite des individus. C'est deux auteurs qui s'appellent Steele et Aronson, qui, aux États-Unis, ont fait un constat, qui ont montré que de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, les personnes de couleur noire réussissaient moins bien que les personnes de couleur blanche. Steele et Aronson ne sont pas des personnes racistes, et donc ont repris un certain nombre d'hypothèses sociologiques, notamment liées à la catégorie socio-professionnelle des personnes de couleur noire aux États-Unis, et ils ont mis à l'épreuve une hypothèse selon laquelle les personnes de couleur noire réussissaient moins bien que les personnes de couleur blanche parce qu'il y a un stéréotype selon lequel ils sont moins intelligents que les personnes de couleur blanche. Alors, ils ont fait une étude, ils sont allés dans une université très prestigieuse des États-Unis pour laquelle ils ont constitué 2 amphis composés de personnes de couleur blanche et de personnes de couleur noire. Dans un premier amphi, ils leur ont demandé d'indiquer leur couleur de peau et ils leur ont dit qu'ils passaient un test d'intelligence.
Dans le deuxième amphi, ils leur ont demandé d'indiquer leur couleur de peau et pour lequel ils n'ont fait aucune référence à l'intelligence. Les personnes ont passé le test et ils se sont rendus compte que les personnes de couleur noire à qui on dit qu'ils passent un test d'intelligence ont moins bien réussi que les 3 autres groupes, c'est-à-dire que les personnes de couleur blanche à qui on dit que c'est un test d'intelligence, que les personnes de couleur noire à qui on dit on fait aucune référence à l'intelligence et que les personnes de couleur blanche à qui on fait aucune référence à l'intelligence. Ce que Steele et Aronson ont montré ce jour-là, c'est que le fait qu'il y ait des réputations négatives a tendance à influencer la réussite des individus. Cet effet de menace du stéréotype, elle a été reproduit maintes fois auprès des garçons et des filles, et notamment, on a pu montrer que quand on propose une tâche qu'on présente comme étant une tâche de géométrie, les filles réussissent moins bien que les garçons, alors que si on présente cette tâche comme ne faisant aucune référence en fait à la géométrie, nous n'obtenons plus du tout de différence entre garçons et filles. Huguet et Régnier ont montré cet effet-là, et chez les garçons, on a pu montrer qu'une tâche présentée comme étant une tâche de français chez les garçons les amenait à être moins bons du point de vue de leur efficience par rapport aux filles, qu'on ne retrouve pas si on fait aucune référence du point de vue du français. Et donc, vous voyez, c'est le pouvoir des stéréotypes, c'est-à-dire que ça amène les individus à moins bien réussir, à être moins efficients dans certaines tâches qui peut mener du coup à des orientations différenciées. C'est ça que vous appelez intégrer un stéréotype. Alors, intégrer le stéréotype, c'est le fait, l'intérioriser, c'est le fait de dire je pense que ce stéréotype est vrai. Je crois que parce que je suis une fille, je suis moins compétente en maths que les garçons, ou parce que je suis un garçon, je suis moins compétente en français. Et ce que je vous ai présenté, c'est la menace du stéréotype, c'est le fait qu'il y a une dégradation des performances dès lors qu'on active le stéréotype. Donc c'est véritablement limitant. Alors c'est limitant, même si, soyons honnêtes, cet effet de menace du stéréotype existe, mais a des effets quand même relativement limités. Ça baisse un peu les performances. Est-ce que vous avez des conseils pratiques, concrets pour favoriser l'apprentissage de l'égalité ? Peut-être à travers le jeu, puisqu'on parlait des tout-petits, ça peut être un bon moyen d'ouvrir et de déconstruire. Alors effectivement, beaucoup de jeux sont apparus pour permettre cette déconstruction des stéréotypes. Il y a aussi beaucoup de jeux sur le consentement ou sur l'éducation sexuelle qui permet aussi de traiter de près ou de loin ces problématiques. Je pense à des jeux de plateau comme C'est cliché, qui est un jeu au collège, qui est un jeu coopératif, qui permet de questionner les garçons et les filles sur la notion de stéréotype, de genre. C'est un jeu que les collégiens aiment bien ? Vous avez eu des retours un peu ? Oui, c'est un jeu qui est beaucoup utilisé dans les collèges, notamment quand le climat scolaire est un peu dégradé, quand dans certains établissements il y a un peu de conflit. Je sais que les psychologues de l'éducation nationale peuvent l'utiliser. Certains enseignants l'utilisent également. Et puis, étant à l'INSP, on a aussi une bande de jeux. On a parfois des étudiants qui vont le prendre pour leurs propres enfants pour pouvoir interroger en fait les stéréotypes. Je peux également citer un jeu qui est pour grands ados et adultes qui s'appelle Moi c'est Madame, qui permet aussi de venir réinterroger ces stéréotypes. Les stéréotypes sont quelque chose d'inconscient. En prendre conscience à travers ces jeux sont totalement aidants pour les individus et pour éviter de les reproduire. Donc donner l'exemple reste encore la meilleure façon de faire pour lutter contre les stéréotypes. Comme on le disait vis-à-vis des parents et des enfants, ça marche aussi dans la société, l'exemple. Alors effectivement, l'idée pour les élèves, c'est de voir des exemples contre-stéréotypés et c'est surtout la répétition de ces exemples stéréotypés qui va fonctionner. Je l'ai dit tout à l'heure, les stéréotypes sont très résistants au changement. C'est assez normal puisque, comme je vous l'ai dit, les stéréotypes, en fait, ça simplifie mon environnement. En fait, ça m'évite, quand je rencontre quelqu'un, de devoir le connaître en profondeur. Et donc, si je vous dis que, vous l'avez dit au départ, que je suis professeur, que je suis psychologue et vous savez que je suis une femme, je suis persuadée que vous faites une certaine représentation de qui je suis, de quels sont mes centres d'intérêt, voire éventuellement mes idées politiques. L'idée, pour lutter contre les stéréotypes, ou en tout cas venir les interroger, c'est de pouvoir rencontrer des individus qui sont à des postes contre-stéréotypés. Mais l'important, c'est de répéter ces rencontres-là. La première fois où je rencontre une personne dans une situation contre-stéréotypée, j'aurais plutôt tendance à le sortir de la catégorie. Je vais me permettre un exemple que j'utilise souvent avec mes étudiants et qui est peut-être un peu exotique, pour lequel je leur demande souvent de se mettre dans la peau d'une personne qui fait une soirée chaque année avec tous vos amis lycéens. Chaque année, il y a une fête qui est organisée, vous êtes tous ensemble et votre ami vous dit « cette année, c'est chez moi qu'on le fait, mais j'ai invité 2 copines que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vues. J'ai une copine qui est gogo danseuse en Belgique
et j'ai une copine qui est comptable. Vous arrivez à cette soirée, vous avez une jeune femme qui est très extravertie et une autre qui est plutôt introvertie. Votre système de pensée va vous amener à considérer que la personne extravertie est la gogo danseuse et la personne introvertie est la comptable. Et là, votre ami vous dit, c'était un piège, je l'ai fait justement pour voir un peu comment tu allais réagir. C'est plutôt l'inverse. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez absolument pas modifier votre représentation de la comptable ou de la gogo danseuse. Je ne sais pas ce qui choque le plus votre système de représentation, une gogo danseuse introvertie ou une comptable extravertie. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez la sortir de la catégorie. Elle n'est pas du tout représentative de cette catégorie. Vous allez vous dire, un jour, j'ai rencontré une gogo danseuse introvertie. Oui, on va la considérer comme l'exception qui confirme la règle finalement. C'est exactement ça. Et donc, la répétition d'être confronté à des modèles contre-stéréotypés nous amène à considérer que ce ne sont plus des exceptions et donc vont nous amener à éventuellement faire évoluer les stéréotypes. Est-ce qu'il existe des outils concrets sur lesquels les parents peuvent s'appuyer au quotidien ? Alors, le premier conseil qu'on peut donner quand même aux parents, c'est d'aller se documenter à travers des ouvrages qui peuvent être soit scientifiques, soit grand public. On a quand même une littérature à la fois scientifique, mais également grand public, qui est quand même assez important. On l'a dit tout à l'heure, mais s'inspirer de ce qui se fait de l'éducation nationale. Si j'ai envie de faire des petits jeux, il y a en fait sur le site de l'éducation nationale des outils pour les enseignants pour venir interroger ces stéréotypes qui peuvent, avec un peu de transformation, être utilisés par les parents. On l'a vu également en termes de jeux. Il y a de plus en plus de jeux qui viennent justement remettre en cause un peu nos stéréotypes de manière ludique et qui nous permet vraiment d'avancer dessus. J'ai un élément qui est pour moi très important, qui est la littérature de jeunesse. Les éditeurs ont fait énormément de progrès. Il y en a encore à faire sur un certain nombre de choses, notamment sur nos manuels scolaires. Mais en l'occurrence, on a beaucoup de littérature de jeunesse qui viennent montrer ces exemples contre-stéréotypés, montrer un peu le côté assez cocasse en fait des stéréotypes. Et puis enfin, vous avez des instituts. Alors, je suis à l'Institut national supérieur du professorat de l'éducation de Lille, pour lequel nous organisons des conférences grand public que nous captons en ligne sur notre chaîne YouTube, mais également sur des podcasts. C'est vrai pour nous, mais plein d'autres instituts qui vont mettre à disposition. L'accès d'Internet devrait permettre à vos auditeurs de pouvoir retrouver ces différents éléments. Et quand bien même on serait rempli de bonnes intentions et qu'on veuille vraiment éduquer ses enfants dans une égalité des sexes la plus totale, on commet souvent des erreurs sans le savoir, sans le vouloir. Est-ce qu'il y a typiquement des phrases à éviter, des réflexes sur lesquels il faut vraiment lutter et il faut tordre le cou à certaines pratiques ? Alors effectivement, comme les stéréotypes sont inconscients, ils nous amènent parfois à dire des phrases sans même pouvoir le contrôler, comme « tu ne vas pas pleurer comme une fille » ou « tu es vraiment un garçon manqué », qui est quand même assez révélateur quand même des stéréotypes, c'est-à-dire que puisque c'est une fille, elle ne peut pas être réussie comme un garçon. Donc ça, c'est un premier conseil qu'on peut donner, essayer d'être vigilant à ces stéréotypes qui s'expriment explicitement, mais aussi être vigilant à ces stéréotypes qui s'expriment peut-être pas explicitement. En fait, l'idée, c'est de venir s'interroger en fait sur ses propres représentations de ce qu'est le masculin et de ce qu'est le féminin. L'idée également, c'est essayer de montrer à ses enfants des modèles parentaux en fait parfois contre-stéréotypés dans la réalité, dans le quotidien. Il faut aussi s'interroger sur la manière dont on interprète le comportement de nos enfants. En fait, on s'est aperçu qu'on est parfois plus ambitieux avec son garçon qu'avec sa fille, qui correspond plus en fait aux stéréotypes de compétences des garçons. C'est des éléments qu'il faut venir mettre sur la table et sur lesquels on peut réfléchir. J'ai envie de rajouter un élément sur le fait qu'on a toujours le sentiment qu'un stéréotype, c'est négatif. Vous comme moi, on n'a pas envie de se baser sur nos stéréotypes pour connaître les personnes. Ce qu'on a envie, c'est d'aimer les gens pour ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur et non pas sur la base des stéréotypes. Seulement, dans la réalité, le stéréotype va nous permettre de maintenir parfois des inégalités. Par exemple, dire qu'une femme est douce et empathique, généralement, on considère que c'est un élément positif. Oui, c'est plutôt des qualités. C'est plutôt des qualités, mais ça peut être un peu réducteur. Oui, on le met en avant comme étant une qualité, mais ça va justifier par là même le fait que devenir chef d'État, par exemple, le fait d'être doux et empathique est contraire, en fait, à l'exercice du métier. Et donc, vous voyez, dans ces stéréotypes positifs, ça peut amener parfois au fait de maintenir les individus dans des inégalités.
Quand on traite du sujet de l'égalité homme-femme, on le fait souvent avec une arrière-pensée, celle de venir libérer la femme de ces stéréotypes qui lui pèsent, etc. Mais l'homme aussi, finalement, est quelque part victime de toutes ces injonctions. En fait, la question de l'égalité, elle se pose de manière identique auprès des hommes et des femmes. Avoir une société égalitaire, c'est autant pour les hommes et pour les femmes. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand on me contacte en tant que chercheuse dans un établissement scolaire pour lutter contre les stéréotypes, c'est à chaque fois pour permettre aux filles de sortir des stéréotypes, en fait, pour déconstruire les stéréotypes à leur égard en considérant qu'il faut les sauver. Ma position, elle est très claire, c'est que la question de l'égalité de genre, elle se pose autant chez les garçons que chez les filles. Ces questions de stéréotypes, les garçons peuvent en souffrir, notamment des garçons qui sont orientés vers des filières contre-stéréotypées, qui vont être dans des situations très difficiles parce que vues très négativement. Et donc, cette question des stéréotypes, elle doit s'adresser autant pour les garçons que pour les filles. Et en plus, la question de l'intériorisation des stéréotypes ou de l'adhésion aux stéréotypes, elle est identique chez les garçons et les filles. Ce que je veux vous dire par là, c'est que souvent, quand on me demande d'intervenir dans un établissement, si je caricature un peu, c'est en gros déconstruire les stéréotypes chez les garçons qui regardent négativement les filles. Dans la réalité, cette adhésion aux stéréotypes, elle se fait autant chez les garçons et les filles. Autrement dit, ce que j'essaye de dire, c'est que la perception des filles qui sont moins compétentes que les garçons, par exemple en mathématiques, elle est présente et chez les garçons et chez les filles. Donc il y a aussi des enjeux de déconstruire chez les filles. Et de la même manière, j'oublie pas l'autre versant, il y a aussi besoin de déconstruire dans la tête des garçons le fait qu'ils sont moins compétents en français que les filles. Merci beaucoup Caroline Desombres pour nous avoir aidé à mieux comprendre comment lutter contre les stéréotypes et comment éduquer les enfants à une plus grande égalité des sexes, et ça dès le plus jeune âge. Merci beaucoup. Merci. Découvrez les autres épisodes de la série pour une parentalité accompagnée sur mae.fr. À très vite.